Euh, le professeur Bayrich ou Bajrik, en France c'est Bajrik, n'est-ce pas? Euh, participe régulièrement au colloque Franc-Contraste, comme je viens de le constater. Il est notre franc-contrastien fidèle et collabore avec plusieurs collègues de l'Université de Zagreb. Donc, c'est vrai, nous sommes là. Et de l'Université de Zadar. Alors, est-ce qu'il y a quelque... Voilà. Ils sont là pour le témoigner. D'accord. Donc, j'invite Samir à nous parler de « Comprenons-nous bien en y relançant ». Merci beaucoup, cher Bogdanka, merci. Chers collègues, chers amis, bon matin. Je récidive, bon matin. En effet, ce n'est ni une hérésie linguistique, ni une provocation. C'est simplement ma volonté de faire un clin d'œil aux différentes variétés du français, en l'occurrence aux variétés du français trans-européennes. Car nous le savons, ailleurs dans le monde, oui je vais bien, merci, ailleurs dans le monde, il convient de dire bon matin en français. Bien, excusez-moi. Oui, hier matin je disais à Bogdanka Pavlin-Lešić ma joie de voir le colloque Franc-Contraste poursuivre dont la voie entamée en décembre 2010. Donc je ne peux que redire la dite joie devant vous. Je suis très heureux d'être en effet de nouveau dans cette enceinte, dans les murs de l'université de Zagreb, et donc de revoir tous ces collègues et d'en rencontrer d'autres, cela va de soi. Mes félicitations aux organisateurs de ce Franc-Contraste, sans les énumérer, sans les nommer tous, je n'oublie personne. Donc merci encore pour tout le travail que vous faites, cette logistique exemplaire, et puis cette amabilité avec laquelle vous nous accueillez à Zagreb à chaque fois. Bien, ma communication n'a rien de bouleversant. Elle est conçue comme un prolongement d'une autre communication que j'avais faite à Belgrade. Et je sais que nous avons des collègues de Belgrade qui nous regardent et nous écoutent en visioconférence. D'ailleurs, nous sommes quelques-uns dans la salle à avoir participé à ce colloque, dont toi-même, Bogdanka. Donc c'est un peu, j'allais dire, la suite naturelle de la communication présentée à Belgrade et qui portait sur l'ambiguïté en linguistique, donc l'ambiguïté de la phrase française en l'occurrence. Donc si le terme ambiguïté revient ce matin, eh bien il n'est là que pour témoigner et que pour confirmer la dite continuité thématique. Force est de constater, ne serait-ce que au vu du titre de cette communication, qu'il s'agit pour moi de, oserais-je dire, de décortiquer à la fois le verbe comprendre, puis ce verbe substantivé, ce substantif verbal, le comprendre. Un paradoxe apparent apparaît sous nos yeux, à savoir l'idée de comprendre, de nous comprendre, de comprendre les uns les autres avec une sorte de caution qui consiste à renoncer à quelque chose. À quoi? Eh bien, je tâcherai, j'essaierai de montrer, de démontrer de quoi... Voilà, premier souci technique. Désolé, je reviens en arrière, tout va bien. Donc, mon premier mot est un rappel du texte, même du résumé de ma communication. J'ai mis en caractère gras l'essentiel, entre autres pour gagner du temps, car le temps nous est compté, et pour passer à l'essentiel, à savoir l'homme contemporain ne cherche pas vraiment à comprendre, il cherche plutôt à avoir compris. Le passage de l'infinitif tout court à l'infinitif passé est ici pour
mettre l'accent sur, en somme, sur quelque chose qui est peut-être l'une des principales caractéristiques du monde dans lequel nous vivons, ce monde qui souffre d'une sorte de folie de communication. D'ailleurs, j'ai mis ici des termes comme quantophrénie, anomie, désubjectivation et individualisme. Ce sont là des termes qui, selon moi, président à la manière dont nous communiquons et donc, par ricochet, à la manière dont nous nous comprenons. Une seconde partie du même résumé, avec là encore deux lignes à peine en caractère gras. Pour comprendre, il convient de renoncer. Eh bien, renoncer à quoi? J'annonce la chose. La chose donc, vient de loin. Et avant de conclure, avant de rendre l'antenne, la parole, donc mon but est et sera de dire, possiblement de manière explicite, renoncer à quoi? Enfin, j'espère ne pas chercher midi à 14 heures. Pour honorer à mon tour l'esprit du colloque, je m'étais donné la peine d'aller chercher quelque chose qui pourrait, je l'espère, épouser la thématique, l'axe thématique de notre colloque, à savoir ce que j'appelle le concept contexte, avec un trait d'union, et j'ose ajouter que tout est dans le trait d'union. Un plan que je suis censé suivre, dans un premier temps, ce que comprendre, et cette fois, tout est dans la parenthèse, une langue veut dire. Je lance quelque chose qui pourrait être, là, peut-être une provocation d'ordre ontologique. Comprenons-nous en dehors de toute intervention linguistique? Peut-on comprendre en se passant de tout acte de langage, du moins au sens humain? Du côté du concept contexte discursif, donc je reprends le terme qui vient d'être annoncé, et là encore je tâcherai de l'expliciter. Enfin, la colonne vertébrale de cette communication, 6 colonnes vertébrales il y a, à savoir comprendre au fond. En définitive, c'est renoncer. Et enfin, comme il se doit, un mot de conclusion. Donc j'aborde le premier point, ce que comprendre veut dire tout court, ou bien ce que comprendre une langue veut dire. Je viens de parler de quantophrénie. Il suffit en 2-3 clics, n'est-ce pas, en 2-3 clics, en un mouvement, je perds mes lunettes, en 2-3 clics, on s'aperçoit qu'une cascade de synonymes du verbe comprendre, un extrait, bien entendu, d'un site quelconque, aucune importance, je ne suis pas un voleur, je le dis ouvertement devant vous. Évidemment, ma tâche ne consiste pas à commenter, à analyser. Néanmoins, j'ajouterai quelque chose. C'est un souvenir lointain d'un colloque à l'Université de Bourgogne organisé par Philippe Bonneray sur le comprendre. Et effectivement, l'une des réflexions communes qui furent les nôtres fut la suivante. Lorsqu'on se promène parmi les langues, on s'aperçoit que de manière peut-être presque algébrique, c'est un clin d'œil à la présentation du livre de ce soir, dans certaines langues, le comprendre occupe une position verticale. C'est le cas des langues germaniques. Understand, verstehen. Dans d'autres langues, c'est le cas des langues romanes, c'est une ligne horizontale. Comprendere, comprendre, entendre. Toujours est-il que
ce verbe, à l'instar de beaucoup d'autres, entraîne, encore une fois, une longue série de synonymes. Eh bien, le point de départ, c'est l'idée suivante. Essayer de distinguer entre le comprendre linguistique, le comprendre extra-linguistique et le comprendre linguistique. Ce que comprendre veut dire, première tentative de compréhension. Le comprendre extra-linguistique, alors que ce soit en français ou dans je ne sais quelle autre langue, l'on peut comprendre un danger, l'attitude de quelqu'un, la musique de Bach ou de Bach, la vie, les choses du monde, ne pas comprendre un refus, et ainsi de suite. La question subsidiaire qui demeure est la suivante. Les espèces animales, dont la nôtre, peuvent-elles comprendre, c'est-à-dire activer ce comprendre extra-linguistique sans intervention de la faculté langagière? Je comprends. La phrase « je comprends » pourrait être ambiguë. Et donc là, j'atteste ce que j'ai dit il y a 5 minutes, à savoir cette communication est un prolongement de la communication présentée à Belgrade l'année dernière. Je glose. Je saisis par l'esprit, par le discernement langagier, le sens des unités linguistiques dans un contexte identifiable. Donc, j'use du terme contexte. 2, j'appréhende par la sensibilité la nature profonde d'une situation, d'une attitude, etc. Je n'ose comprendre. Eh bien, la phrase française « je n'ose comprendre » relève-t-elle de la première interprétation ou bien de la seconde? Affaire à suivre, je vous propose de ne pas répondre dans l'immédiat. Un clin d'œil à la philosophie de Ernst Cassirer. Pourquoi? D'abord et avant tout, nous savons que ce philosophe s'était toujours intéressé j'allais dire, à la force ou aux forces et aux formes symboliques. D'ailleurs, l'un des postulats de Cassirer, très pédagogique, on peut parler de cela dans nos cours, et même en licence, à savoir un rat. Un rat comprend, entre parenthèses, le danger, qui vient du serpent. Quant à nous, les humains, nous comprenons nous-mêmes, peut-être différemment que le rat, que le serpent est un danger. Et en effet, face à un serpent qui apparaît devant moi, je vais reculer à l'instar du rat, je vais donc comprendre dans un premier temps. Mais à la différence du rat, je vais voir, et je renvoie entre autres aux différents voirs guillaumiens dont je parlerai dans quelques instants. Eh bien, l'humain voit en l'idée de rat les symboles suivants. Méchanceté, péché, tentation, objet phallique, et ainsi de suite. Eh bien, chose promise, chose due, voici un premier extrait des travaux de Gustave Guillaume, où, en somme, l'auteur de la psychomécanique du langage renvoie aux choses qui permettent de faire la part des choses lorsque nous passons de l'animal à l'humain. Et l'accent est mis peut-être là sur le tout dernier passage, l'homme. L'homme la connaît lui aussi par expérience vécue et la connaît en outre par une représentation qu'il porte en lui-même, indépendante de cette expérience momentanée. Et Olivier Soutet, dans son dernier ouvrage de 2022, rebondit sur cette réflexion de Gustave Guillaume en rappelant les éléments pertinent dans ce contexte, à savoir langue, univers regardant, espace mental,
de mise en distance de l'univers extralinguistique, discours, moments expressifs, etc., seul observable dans le parcours communicationnel auquel renvoie l'acte de langage. Et Olivier Soutet ajoute la chose suivante que je cite. Bornons-nous à noter simplement que dans les termes de Guillaume, le langage humain présente la propriété d'articuler langue et discours, alors que la communication animale n'est que discours. Eh bien, je viens d'en parler. C'est un passage ce passage est devenu célèbre. Un des extraits peut-être les plus cités, Julio disait hier, en paraphrasant Guberina, quand on est cité, cela ne veut pas dire qu'on a été compris, n'est-ce pas? Pour les besoins de ma communication, je prends la liberté de dire que je ne souhaite pas être cité, mais je souhaite être compris. C'est une certitude. Heure ou malheur, on connaît le style guillaumien, je suis né théoricien. Alors si j'ai choisi cet extrait, eh bien c'est précisément, vous l'aurez compris, parce que le Guillaume évoque comprendre, le comprendre et la compréhension. Il ajoute d'ailleurs que théoriser, dans son enseignement, signifie comprendre au plus haut degré. La théorie, c'est le superlatif du comprendre. Toujours Guillaume, le voir de compréhension. Donc j'ai évoqué il y a 7 ou 8 minutes les différents voirs de Gustave Guillaume. Et donc je vais pouvoir, avant d'y aller, renvoyer aux travaux de notre collègue et ami ici présente, Bogdanka. Voilà, elle vient de s'en rendre compte, que je la cite ici, mais je la cite par anticipation, car la communication présentée par elle et le prénom de Petrak, Marta Petrak, merci, à Belgrade l'année dernière, eh bien, sans que nous nous soyons concertés, eh bien, nous avions pensé à la même chose. Donc ce schéma guillaumien est tout aussi connu et célèbre, où on voit qu'un voir renvoie à un comprendre, puis par ricochet, un comprendre engage un autre voir, jusqu'à ce que, eh bien, du voir 1 au voir 4, il n'y a pas de différence quant au comprendre que leur vue suscite et au voir de compréhension résultant. Je ne pouvais pas, il m'était impossible d'aborder ce matin la notion de comprendre sans renvoyer par le même biais aux travaux de Jorge Juan Vega y Vega et de Daniela Ventura, en l'occurrence pour la notion d'antimème. La suite n'est qu'un extrait des travaux des deux auteurs. Donc je passe vite pour pouvoir respecter le temps dont je dispose. Peut-être en effet pour cultiver l'attractivité de mes propos, si attractivité il y a encore une fois, ce dialogue, cet extrait choisi par Jorge Juan, à savoir, eh bien à la fin il dit c'est vrai, dit Dupin, enfin pas absolument fou, c'est vrai, dit G. Toutefois, c'est un poète, ce qui, je crois, n'en est pas fort éloigné. Donc nous comprenons, enfin, en résumé, j'espère ne pas trahir la pensée de Vega y Vega, en résumé, nous comprenons grâce à l'antimème. Nos déductions, nos conclusions, nos manières d'appréhender le monde, tout cela repose, semble-t-il, sur l'antimème, qui est un procédé cognitif par excellence. Oui, je ne pouvais pas évoquer la mémoire et les travaux de Cassirer sans évoquer le nom de son adversaire, voire de son ennemi, Heidegger. En effet, ce dernier, nous le savons tous, n'entend pas les choses de la même oreille, et d'autant moins que, au risque de faire
Heidegger se retournait dans sa tombe, j'esquisse, je dresse ici un petit schéma qui met en exergue ce que j'appelle implosion et explosion de foyer de l'imagination. Je passe et donc j'en reviens à ce que comprendre une langue veut dire. Le comprendre linguistique, en effet, dès lors que nous devenons locuteurs, nous comprenons intrinsèquement une langue, un texte, un discours, une phrase, un mot, une expression, une insulte, bref, tout cela. Je comprends ce que tu dis est à nouveau une source d'ambiguïté. Effectivement, cela veut dire, eh bien, je récidive ce que j'ai, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc de deux choses l'une, ou peut-être les deux à la fois. Soit je saisis par l'esprit et par le discernement, voilà, soit je valide humainement et j'approuve ta prise de position en la matière. Je vois ce que tu dis, je saisis parfaitement, je te suis, j'entends bien. À la différence du comprendre extra-linguistique, le comprendre linguistique est partie intégrante de la dichotomie parler une langue, comprendre une langue. Qui parle une langue la comprend. Et, inversement, qui comprend une langue la parle. Vrai ou faux? Sans surprise, mon renvoi suivant concerne Ténière. Là encore, ce sont des choses que nous enseignons à nos étudiants. La célèbre dichotomie ordre linéaire, ordre structural. Un retour à Guillaume, car les deux linguistes, les deux pensées se rejoignent. Ce syllogisme de Guillaume est peut-être moins connu pour les non-guillaumiens, mais il est significatif, symptomatique, je l'espère, pour les besoins de mes propos. On explique selon qu'on a su comprendre, on comprend selon qu'on a su observer. Dans les travaux de Popper, on observe des termes et des concepts qui sont de proches voisins des concepts précédents. Parmi eux, explicans, explicandum. En néoténie linguistique, j'en ai parlé avant-hier à l'Institut de langue croate et de linguistique, avec quelques collègues qui étaient présents. Je leur sais gré, encore une fois, d'être venus. D'ailleurs, je vais reprendre 2 ou 3 passages de mon PowerPoint de mercredi matin, double réception néoténique de ce que parler une langue veut dire. Cette fois, j'efface la parenthèse, vous l'avez bien noté. Première réception, eh bien, en somme, parler signifie articuler, user de ses organes articulatoires. J'appelle cela la momentanéité ou l'instantanéité de la parole, ou bien énonciation effective. C'est d'ailleurs, c'est ce que je fais à l'heure actuelle. Je j'use de mes organes articulatoires. Mais parler signifie être, exister dans une langue. Nous parlons lorsque la langue nous oblige à cet acte. Lorsque nous ne parlons pas, lorsque nous ne produisons pas de sons articulés, eh bien nous continuons à parler, c'est-à-dire à exister dans la langue. En effet, c'est tout le contraire, la non-instantanéité de la parole, énonciation puissentielle. J'emprunte l'adjectif, vous en doutez, à Gustave Guillaume. Dichotomie néoténique, capacité d'expression, capacité de compréhension. Nos capacités de compréhension sont supérieures à nos capacités d'expression en situation de monolinguisme et en situation de plurilinguisme. Ça a été l'un des points que j'ai abordé avant-hier en parlant de néoténie.
Eh bien, j'ajoute encore rapidement quelques éléments qui ressortissent au même modèle interprétatif, en l'occurrence la subjectivité. D'ailleurs, l'un des colloques franc-contraste avait été consacré à la subjectivité. Si je dis en français que Sophie a obtenu une bourse d'études, eh bien, de manière générale, le locuteur ne s'engage pas. La subjectivité du locuteur n'y intervient pas. Seule demeure, maîtresse d'ailleurs, la pure objectivité de la langue. Mais dès lors que j'ajoute, en l'occurrence ici, l'adverbe « finalement », eh bien je porte des jugements et, ce faisant, j'ajoute à l'acte de langage la part de subjectivité qui est celle du locuteur. Regardez cet idiot, même constat, par rapport à « regardez-moi cet idiot ». Un clin d'œil à la contrastivité français-croate. Radim u gradskoj knjižnici comparé à ma znaš, ja ti radim u gradskoj knjižnici. Intersubjectivité égale intercompréhension. Eh bien, ce n'est rien d'autre que la suite de ce que j'ai dit tout à l'heure. Là encore, j'ajoute une citation de Auroux, parce que les deux convergent, et je finis par ce concept qui est de Kant, sujet transcendantal. L'explication sommaire, c'est une suite, enfin c'est une cascade lexicale en français. D'ailleurs, c'est drôle. Principe d'activité connaissante unifiant le divers de l'expérience interne. Eh bien, lorsque l'intersubjectivité rejoint de manière entière l'intercompréhension totale, eh bien, entre les deux, il y a en effet identité. C'est ce qui apparaît à titre d'exemple dans un dialogue qui va maintenant apparaître sous nos yeux, qui est fictif, donc inventé, mais force est de constater là que les deux interlocuteurs, une conversation téléphonique, chacun des deux s'engage et engage dans l'acte de langage, par ricochet dans l'acte de communication, la part de subjectivité qui est donc la sienne, et cela se voit, à titre d'exemple, dans ce type d'échange entre les deux hommes, entre les deux amis. À l'opposé, lorsque l'équation n'est pas de mise, eh bien, nous parlerons d'intersubjectivité partielle et, par ricochet, par conséquent, d'intercompréhension partielle. J'emprunte cet exemple à Martinez. Je n'ai pas donné la référence, mais je peux la retrouver facilement. Bon, rapidement, on n'a pas le temps de voir de près, mais on voit rapidement, 5 minutes, d'accord. Mais j'ai commencé à 10. Bon, je tâcherai de respecter 5, 6, si on veut bien tolérer, parce que j'ai commencé à 10. À savoir ? D'accord, très bien. Entendu. Donc 5, 6, merci beaucoup. Oui, donc j'avance. J'en arrive donc au deuxième volet de ma communication, et là, vous voyez bien que j'extrais du texte de l'appel à communication de franc-contraste les éléments que vous observez, et je mets l'accent sur ce que vous, chers organisateurs, avez mis en exergue, à savoir, vous avez à votre tour, vous avez eu le réflexe d'user de ce substantif, de ce verbe substantivé, le comprendre, à bon droit, à juste titre.
Eh bien, nouvelle tentative définitoire de ce que comprendre une langue veut dire en néo-téné linguistique. Eh bien, la définition apparaît sous vos yeux et par le même biais, une définition du terme concept, contexte, discursif, encore une fois pour essayer de me rapprocher de l'esprit de ce colloque, socle de communication doté de l'ensemble de paramètres qui président à l'intercompréhension et qui sont à même d'accueillir la diversité des choix énonciatifs. Je reprends la phrase de tout à l'heure et j'ajoute celle-ci. Alors, j'en arrive un peu à l'essentiel, au cœur de ce que j'aurais aimé partager avec vous ce matin, à savoir l'acte de langage attendu par le comprendre. Lorsque le comprendre est là pour, en quelque sorte, finaliser ou peaufiner le dire. En langue, au sens guillaumien, je vois des mots, car les guillaumiens le savent, en langue, en puissance, résident les mots. Ce être bon. En discours, là où résident les phrases, eh bien, j'obtiens la phrase « c'est bon », avec plusieurs signes de ponctuation. Cela dépend, bien entendu, de la finalité de communication. Et j'ai ici, à l'extrême droite, une panoplie d'énoncés possibles potentiels. À l'heure où je parle, je ne renonce à rien, car je ne fais apparaître cela que pour nous rappeler, en l'occurrence, l'extraordinaire polysémie discursive de la phrase « c'est bon » en français. Phrase assujettie, entre autres, à la prosodie. La prosodie affecte le sens et, par conséquent, le comprendre. Un extrait, voilà, je résiste à tout sauf à la tentation, disait Oscar Wilde. C'est un de mes auteurs préférés, d'autant plus que je m'intéresse beaucoup aux auteurs dits bilingues, Vanda Mikšić m'écoute, à savoir patron. C'est un terme colonial, nous le savons, dans ce contexte. Patron, tu sais dire bonjour en sango? Oui, Samba. Mais alors, patron, tu parles le sango? Oui, Samba, je le parle, mais hélas, je ne le comprends pas. Au-delà de ce choix de Vassilis Alexakis, dont je pense avoir tout lu, peut-on parler une langue sans la comprendre? Au risque de bouleverser certains d'entre vous, je pense que oui. Affaire à suivre si vous le souhaitez pendant la discussion. J'avance. Alors, chez Ténière, imaginez que je dise « Ma mère m'a énervé et j'ai cassé un glitou ». Eh bien, quel pourrait être le stéma de cette phrase? Et regardez, aucune connexion ne s'établit entre « et cassé » et le fameux glitou, car glitou est un mot inventé par moi, n'existe pas en français. Donc, le comprendre est suspendu. J'en arrive donc au troisième point, et donc je vais vers la fin. Oui, ce que j'extrais de ce long texte, c'est encore une fois uniquement ce qui est écrit en caractère gras, donc je laisse 3-4 secondes simplement pour l'essentiel, et j'avance avec, regardez, cette fois, je renonce. J'annonce que je renonce, à savoir, eh bien, cette fois, lorsque je dis en langue, lorsque je dispose en langue de ce être bon, et lorsque je construis en discours c'est bon, cette fois, regardez, tout ce qui est barré, c'est tout ce à quoi je viens de renoncer. Et c'est le contexte qui, d'une part, m'oblige à, et d'autre part, me permet d'effectuer des choix. Eh bien, pour ma part, je choisis, j'apprécie ce plat. Mais on s'aperçoit très rapidement, c'est la suite, que dans un autre contexte, eh bien, je ferai un autre choix. Ne pas faire chaud en langue,
il fait pas chaud en discours. Eh bien, là, je renonce au premier énoncé et je choisis il fait bon, on est content. Comme d'ailleurs avant-hier soir à Zagreb, il faisait bon. Pareil pour cet exemple. Quelle heure est-il? Eh bien, voyez-vous, je conçois 3 énoncés, il y en a d'autres, bien sûr, et je renonce aux 2 premiers, j'opte pour le 3e. Il me demande à moi l'heure qu'il est, et il souhaite que je leur enseigne. J'ai cité cette phrase à Belgrade l'année dernière, car elle est intrinsèquement ambiguë. En effet, à cette époque-là, ma femme me gâtait. Voyez-vous, là, je choisis la première prémisse, la personne qui n'était pas encore ma femme à l'époque, mais qui l'est aujourd'hui. Un extrait de Les Enchanteurs de Romain Gary. Ma sœur était jolie, ce qui suffisait à une femme. La phrase est en effet ambiguë, et là je fais le choix qui apparaît sous vos yeux. Donc, eh bien, j'en arrive à la conclusion. J'en suis très heureux. Merci Bogdanka. Alors, pour construire un mot de conclusion, je m'en remets d'abord à une petite phrase, mais grande phrase de Robert Martin, dans un de ses ouvrages de vulgarisation. Nous nous interrogeons sur l'adéquation de notre dire à ce que nous voulons dire, écrivait Martin. Eh bien, je paraphrase de la sorte, en adaptant à mes propos, nous nous interrogeons sur l'adéquation de notre comprendre à ce que nous pouvons comprendre. Le deuxième point de ma conclusion, donc, vous le constatez, est un clin d'œil, que dis-je, c'est ma manière à moi de créer ce lien entre la communication présentée à Belgrade et celle-ci. De manière plus concrète, ne pas comprendre signifie se heurter à l'échec de l'opération de renoncement et par conséquent renoncer à tous les mondes possibles sans exception aucune. C'est donc ce que j'ai essayé de dire à Belgrade l'année dernière et ce que j'essaie de dire à Zagreb ce matin. Donc c'est le numéro 4 et c'est la fin de la fin. À savoir, là je prends la liberté et je prends le temps de lire moi-même les paramètres linguistiques et extralinguistiques ainsi définis, voire suprades, parce que j'en ai parlé, permettent de poser 1. Que tout énoncé est source potentielle d'ambiguïté ou du moins d'insuffisance interprétative. Et 2. Que le comprendre est un vaste processus d'une désambiguisation perpétuellement renouvelable, et 3, une reconstitution ponctuelle ou permanente d'état subjectif du locuteur construit, guidé et conditionné extrinsèquement par les paramètres du concept contexte. Franc contraste Zagreb, octobre 2023, 5. Et donc, qui dit 5 dit le 5e élément. C'est un miracle que nous nous comprenions. Vous comprenez?